Bienvenue au Polysécure épisode technique. Je suis accompagné de Frédéric. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, enchanté. Donc, je m'appelle Frédéric Grelot. Je suis un des 4 cofondateurs d'une start-up française qui s'appelle Glimpse, qui a été créée fin 2019 par 4 anciens du ministère des Armées. On faisait du reverse engineering de malware, notamment, au sein du ministère des Armées, dans tous les 4. On a créé l'entreprise fin 2019 et depuis, je suis au sein de Glimpse Scientist Lead. C'est-à-dire, je suis en charge du pilotage des activités de recherche, des activités de développement, notamment de toute la partie intelligence artificielle et deep learning, donc un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé et qui a un petit peu mené à la création de Glimpse à la base, suite à des travaux de machine learning qui avaient été effectués. Et plus spécifiquement, en ce moment, en fait, j'ai un focus particulier parce que dans le cadre de l'expansion de Glimpse, en fait, on est en train de commencer notre démarche internationale et on va ouvrir nos premiers bureaux au Canada, donc cette année en 2023. Et dans ce cadre-là, en fait, moi, je vais déménager avec ma femme, mes enfants au Canada cet été pour justement continuer quelque part écrire cette nouvelle page de l'histoire de Glimpse. Très intéressant. Et justement, le premier épisode qu'on enregistre ensemble est dédié à l'introduction de l'analyse de malware parce que c'est un peu justement de là est partie la création de Glimpse et un peu l'ADN de cette entreprise-là et tout ce qui suit autour. Là, on va aller plus loin, on va peut-être devoir couper en plusieurs épisodes. Mais justement, la base, pour qu'on puisse parler tout de la même chose, qu'est-ce que l'analyse de malware? Alors, qu'est-ce que l'analyse de malware? Effectivement, c'est un sujet très vaste et j'ai presque envie de demander avant, qu'est-ce qu'un malware? Pour moi, c'est même ça la chose de départ, finalement. Alors, bon, il peut y avoir pas mal de définitions, etc. Généralement, ce qu'on entend par malware, ça va être un virus informatique, déjà, le terme francophone, de virus informatique, correspond généralement à un fichier, typiquement, à un programme informatique. Alors, pas forcément un fichier, parce qu'on va le voir, certains malwares peuvent justement fonctionner sans fichier, ce qui va rendre la détection un petit peu plus difficile. Mais en gros, ça va être un programme informatique qui va avoir une fonction malveillante et qui va viser à prendre le contrôle ou une fois que le contrôle est pris à faire exfiltrer des données par exemple ou à faire des actions malveillantes sur une cible. Donc c'est vraiment dans ce qu'on appelle la kill chain, donc dans la phase d'attaque d'un attaquant sur une cible, ça va être vraiment un élément déterminant parce que généralement le malware, c'est le moment où l'attaquant prend le contrôle quelque part de sa cible. Et ça va être quelque chose de très important dans la phase d'attaque. Généralement, on va avoir une phase, ce qu'on appelle les initial brokers, donc la phase d'accès initial. Donc, c'est comment est-ce qu'on rentre dans une entreprise. Alors, quand je dis entreprise, à chaque fois, c'est très très vaste. C'est vrai que je parle souvent d'entreprise, mais d'une manière plus générale, c'est même un système d'information. Donc ça peut être une entreprise, ça peut être une administration, ça peut être même un système d'information un peu spécifique à une organisation. Et on va voir généralement la phase d'accès initial qui va passer alors très souvent par des vecteurs type email par exemple avec un lien, des choses comme ça. C'est pas forcément dans ces phases-là qu'on va trouver un malware justement. Encore que ce sont quand même des choses qui arrivent. Dans ces phases-là, généralement, on va essayer d'engager une première action avec la cible pour commencer à la faire réagir, pour ensuite potentiellement lui envoyer quelque chose qu'elle va exécuter. C'est vrai que les gens se méfient un petit peu quand on reçoit un fichier. Généralement, on se dit tout de suite là qu'il y a quelque chose d'un petit peu malveillant. Donc voilà, le malware, c'est rarement la première étape de la phase d'attaque, mais ça vient assez vite finalement parce que c'est vraiment le moment où l'attaquant prend le contrôle, prend un peu la main, et à partir de là, en fait, c'est là qu'il va vraiment développer son attaque une fois qu'il aura pris le premier contrôle de sa cible, quelque part. Oui, puis c'est fait remarquable qu'avant, il n'y a quand même pas si longtemps que ça, c'était effectivement, les malwares étaient la première étape qui était envoyée par courriel. Depuis, ce n'est plus ça. Maintenant, c'est juste qu'ils amènent les gens à télécharger justement le fameux virus qu'on retrouve soit dans des Excel, entre autres. C'est ça. Puis même encore là, c'était en train d'être abandonné, ce vecteur-là. Ils sont en train d'aller dans d'autres vecteurs puisque Microsoft, au moment où on enregistre, avait commencé à désactiver un certain nombre de fonctions. Ils ont juste continué puis sont allés effectivement dans d'autres éléments. Et d'ailleurs, c'est quoi actuellement? D'ailleurs, c'est quoi l'endroit où on le trouve le plus souvent et où ça se dirige? Parce qu'il y a quand même un mouvement qui est en train de se faire. Là.
Alors, l'endroit où on le trouve, enfin, le type de malware qu'on trouve beaucoup, évidemment, c'est pareil, il y a beaucoup de types différents de malware, hein. Là, tu as mentionné, effectivement, c'est très juste, tout ce qui va être document Excel, donc document Office, qui marchait très très bien jusqu'à l'année dernière parce que les attaquants utilisaient les macros. Aujourd'hui, maintenant que Microsoft bloque les macros par défaut dans Office, les gens se sont beaucoup reportés sur d'autres méthodes, type OneNote, ça on en a vu pas mal, type PDF aussi, hein. Là, c'est le retour des PDF sur le devant de la scène, hein, depuis quelques mois. Il y a un côté de diversité maintenant qui est un peu plus important. Là où avant il y avait beaucoup de documents Office, maintenant il y a un peu plus de diversité finalement, parce que les attaquants cherchent un peu des nouveaux types de vecteurs. Et donc ça, c'est la première phase, donc il va être souvent basé sur des documents parce que ça permet de se cacher et de se maquiller. La phase d'après, quand même, donc ça on va les trouver dans les mails, hein, typiquement, ou justement dans la chose que la personne va télécharger. La cible va avoir un lien et va télécharger. Ce qui est intéressant d'un point de vue attaquant, c'est que les mails sont souvent très très surveillés. Il y a beaucoup de techniques de détection dans les mails, notamment parce qu'il y a beaucoup d'informations dans les mails. Il y a les adresses IP des serveurs, il y a toutes ces choses-là, on a tout le chemin du mail. Donc rien que sur la base de ça, en fait, les filtres sur la messagerie vont être très efficaces. Alors que quand on commence à télécharger, par exemple si on a un lien juste dans le mail et là on clique dessus, là on va juste générer un téléchargement avec un unique serveur. Et en fait là déjà c'est beaucoup plus difficile à scanner et analyser. Donc c'est vrai que souvent le fichier, le malware arrive sur la deuxième phase une fois que la personne a cliqué. Et là, on se retrouve avec typiquement un document Office, quelque chose. Le but étant de laisser la cible penser qu'elle a eu un document légitime finalement. Et après, on va voir l'étape suivante du malware. Donc là, généralement, on parle vraiment de plusieurs étapes dans l'attaque, où là, on va être beaucoup plus sur des programmes exécutables. Ce qu'on appelle les backdoors, hein, concrètement, ça va être vraiment un programme, parfois tout en un. Alors il y a aussi ce qu'on appelle les RAT, Remote Access Tools. Donc là, c'est vraiment les outils d'accès à distance. C'est un petit peu l'équivalent quelque part d'un TeamViewer ou de quelque chose comme ça, hein. C'est-à-dire que, alors parfois il y en a même, il y a des choses qui vont être réutilisées, c'est-à-dire que les attaquants vont prendre quelque chose comme un TeamViewer justement et vont envoyer ça, ou un serveur VNC par exemple, et en fait sans le savoir, la cible ne le sait pas, mais en fait l'attaquant va utiliser quelque chose de légitime mais à des fins malveillantes. Alors ça du coup c'est assez marrant, enfin assez subtil dans notre métier, parce que où est la limite entre un malware et un goodware finalement dans ce cas-là? Est-ce qu'un serveur VNC ou un programme TeamViewer est un malware? Ça, c'est une problématique qu'on a souvent, hein, quand on discute avec une entreprise qui nous dit mais vous n'avez pas bloqué ce truc-là éventuellement. Bah oui, mais ça c'est un outil complètement légitime. Donc il y a aussi ça aussi, hein, le malware, c'est aussi l'usage qu'on en fait dans certains cas. Et ce qui me permet d'aller justement sur la suite quelque part de ta question, où les trouver. Donc là on a vu où est-ce qu'on les trouve dans la phase d'attaque, mais il y a aussi où est-ce qu'on les trouve sur le marché. Ça c'est quelque chose aussi d'important. Aujourd'hui on a des développeurs de malware qui vont dont c'est vraiment le métier, hein. Donc là c'est justement les RAT, hein, les Remote Access Tools. On a vraiment des gens qui vont développer ce genre d'outils, qui vont les vendre ensuite, qui vont les vendre sur le marché. Alors c'est généralement sur le dark market, etc. Ils vont se faire payer en crypto-monnaie, enfin toutes les choses classiques, hein, qu'on voit dans ces écosystèmes. Ça on en voit pas mal. On en voit pas mal en open source aussi. Et là-dessus, alors je ne vais pas nécessairement rentrer dans ce débat-là parce que c'est vrai qu'il y a toujours un énorme débat sur que faire des outils d'attaque open source. Que sont ces outils d'attaque open source? Est-ce qu'il est légitime d'avoir finalement des outils d'attaque open source? C'est sûr que c'est une vraie problématique, notamment pour les red teams. Lorsqu'on fait un pen test sur une entreprise, etc., on a besoin d'outils. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que les outils d'attaque open source sont énormément utilisés dans ces cadres-là et ils ont un effet très très bénéfique aux red teams parce qu'ils leur permettent justement de disposer de malware. Une red team de 2-3 personnes n'a pas forcément la capacité en termes de développement de développer ses propres malwares, ses propres backdoors, etc. Alors que dans un groupe, hein, si on parle d'un ransomware type Logbit, par exemple, on parle potentiellement de plusieurs centaines de personnes, hein. C'est une vraie entreprise, hein, concrètement, derrière Logbit. Donc on va trouver aussi beaucoup de malware en open source qui sont utilisés quelque part à des fins légitimes, notamment par des red teams qui vont vraiment les utiliser dans leur phase d'attaque. Et évidemment, ils vont être plus faciles à détecter puisqu'ils sont open source, donc toutes les méthodes de détection vont systématiquement les prendre en compte. Mais si les red teams arrivent à les utiliser, c'est aussi bien qu'il est possible quand même de faire en sorte que ce ne soit pas détecté. Et c'est aussi ce que font les attaquants, évidemment. Ils vont aussi utiliser ces outils open source parce que pourquoi s'en priver, hein, quelque part, évidemment. Ils existent, donc j'ai envie de dire autant les utiliser.
Oui, absolument. Puis de toute façon, même les attaquants utilisent des versions non payées de Cobalt Strike, entre autres, ou d'outils commerciaux aussi. Fait que eux-mêmes se servent de ce qui est disponible, sont pas plus fous que l'autre. C'est ça. Puis il faut vraiment le voir comme étant une approche business. Puis c'est ça aussi qui est fascinant dans l'ensemble de l'analyse, parce que c'est une entreprise comme les autres avec des moyens et des stratégies qu'on va retrouver typiquement en entreprise. Puis avec l'optimisation des coûts et tout ce que ça comporte en optimisant du profit, on est vraiment dans l'état de capitalisme pur, là. Exactement. Et alors c'est vrai que tu mentionnais du coup Cobalt Strike, et je pense que c'est quelque part c'est intéressant de passer quelques minutes dessus. Cobalt Strike fait partie de cette gamme des RAT, Remote Access Tools. Alors eux, c'est même pas, pour le coup, on n'est même pas forcément sur de la vente sur le dark market, etc. Cobalt Strike, c'est un outil qui est relativement légitime. Non, c'est un petit peu exagéré quand même, mais c'est un outil qui est, l'éditeur a pignon sur rue quelque part, de Cobalt Strike à ma connaissance. Et en fait, ils vendent cet outil vraiment, notamment pour les Red Teams. C'est-à-dire que une Red Team peut acheter Cobalt Strike, peut l'utiliser, etc. dans sa manœuvre de pentest. Mais il y a aussi énormément de versions disponibles sur Internet, c'est-à-dire qu'ils mettent à disposition même une version gratuite. La version gratuite, en fait, elle fait tout pour être détectée. C'est-à-dire que le but de la version gratuite, c'est que les gens l'utilisent pour voir à quoi ça sert, mais elle va pas du tout avoir les fonctions qui permettent d'être furtive, etc. Mais néanmoins, on va quand même énormément la trouver parce que, en gros, on a des gens qui vont prendre la version gratuite et qui vont la modifier pour la rendre plus furtive, d'une part. On a aussi des personnes qui vont trouver sur Internet des versions un peu fuitées, des versions payantes, parce que c'est pareil, c'est des choses qui arrivent régulièrement, qui vont du coup utiliser des versions payantes ou faire un mix un peu entre la version payante et la version gratuite pour profiter en permanence de la version gratuite. Et puis comme ils ont eu la version payante à un moment, ils peuvent se dire un peu comment est-ce qu'on peut faire, etc. pour rendre furtive la version gratuite en regardant comment ça a été fait sur la version payante. Voilà, il y a un petit peu ce mix là. Et du coup, c'est vrai que Cobalt Strike, c'est quand même une des backdoors, notamment, qu'on va trouver énormément dans l'écosystème. Et dans l'équivalent un petit peu open source, etc., on va avoir Metasploit aussi, qui est un peu du même type. Alors là, on est même aussi, d'ailleurs, Cobalt Strike aussi, dans un framework, c'est-à-dire qu'avec ça, on peut faire même énormément de choses. On peut faire des attaques sur des sites internet, enfin voilà, il y a beaucoup de choses dedans, mais il y a la partie, ce qu'on appelle le Meterpreter dans Metasploit. Meterpreter, c'est une petite verrue, finalement, qu'on va pouvoir, à partir du moment où on a réussi, par un biais quelconque, à faire exécuter un méterpréteur chez la cible, en fait, le méterpréteur, ça va être le malware, et à partir de là, on va avoir le contrôle et on va pouvoir conduire les actions suivantes. Très intéressant, ouais, puis oui, Metasploit étant un des vieux outils là, qu'on a utilisé, qui maintenant est commercialisé sur un autre nom aussi également, là, mais qui est très, très utile en termes de pivot, de point d'entrée, ou même d'usage de vulnérabilité sur les machines pour les casser, là. C'est pas tout jeune, Moi, je me souviens quand j'ai commencé la cyber, donc c'était, je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand même, ça remonte à 11 ans maintenant, c'était en 2012. Et effectivement, je me souviens avoir découvert des CTF, des choses comme ça, et des gens qui utilisaient à l'époque ces outils-là, et qui avaient l'air d'exister déjà depuis un petit moment. Donc, effectivement, c'est des choses qui sont bien connues quand même, ça. Oui, très, très utilisé. D'ailleurs, il y avait, je sais pas, là, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, mais à l'époque, il y avait beaucoup d'exploits, il y avait beaucoup de vulnérabilités qui étaient codées dedans, qui utilisaient pour casser donc de l'exécution légitime d'un logiciel qui ne fait rien. Et ensuite, là, le bruit arrive, c'est qu'il essaie de casser la machine. Et d'ailleurs, j'ai vu des virus des virus plus légitimes, des vrais virus ou des vrais malwares comme Emotet, entre autres, et ils procèdent exactement de la même façon quand on est capable d'avoir la télémétrie. On le voit rentrer, exactement dans la chaîne que tu dis. Là, tu le vois commencer à rouler ses exploits pour essayer de trouver un trou. Puis là, il arrête. Puis il reprend exactement sur la même stratégie que Metasploit faisait il y a très longtemps. Exactement. Et là, c'est vrai que tu parles d'une phase qui est hyper intéressante. C'est-à-dire que on a parlé un peu de la partie accès initial, et là, tu parles de la partie effectivement élévation de privilèges. J'ai envie de dire, il y a dans les phases, en gros, on a l'accès initial, souvent l'élévation de privilèges, la latéralisation aussi qui arrive un peu dans soit l'une avant, soit l'autre, et puis à la fin, on va avoir les phases d'action. La partie élévation de privilèges, ça va être crucial parce que effectivement, en fait, le malware, quand il arrive, notre attaquant, en fait, il a réussi, donc déjà, il a gagné, son premier truc, c'est qu'il a fait exécuter quelque chose à la cible.
Donc le premier truc, c'est par exemple, il a fait ouvrir un PDF à la cible. Ça, c'est un premier objectif. Deuxième chose, c'est il a fait en sorte que son PDF ait un script embarqué, etc., et que la cible active la charge malveillante à l'intérieur. Donc là, il a déjà quand même gagné une bonne partie de son objectif à ce moment-là, généralement. C'est-à-dire qu'il a réussi non seulement à ce que la personne voit le PDF, mais à la limite, si ça s'arrête là, ça l'intéresse pas. Et il a réussi à faire exécuter quelque chose à sa cible. Et c'est là où il prend le contrôle pour la première fois. Finalement, il a un premier pied dans l'entreprise. Mais le problème à ce moment-là, c'est qu'il a uniquement les droits de l'utilisateur en question. Et aujourd'hui, dans un système d'information, j'allais dire normalement correctement constitué, alors l'actualité, j'ai envie de dire quotidienne, nous montre que c'est pas forcément le cas partout, mais en fait, normalement, notre malware à ce moment-là, comme il est exécuté par l'utilisateur, il n'a jamais que les droits de l'utilisateur. Et donc, une fonction importante du malware à ce moment-là, ça va être augmenter ses droits. C'est-à-dire réussir, typiquement sur le poste sur lequel il est, à devenir administrateur, parce que là, il va pouvoir typiquement s'installer de manière beaucoup plus furtive, etc. Et pour ça, il va essayer d'exploiter des vulnérabilités, donc des exploits, comme tu dis. Donc l'exploit, c'est l'exploitation, justement, d'une vulnérabilité. Donc il va aller chercher, qu'est-ce que j'ai sur cette cible-là? Est-ce que j'ai un antivirus qui est pas à jour, donc qui comporterait une vulnérabilité connue? Est-ce que j'ai un driver, un pilote, par exemple, ça, il y en a beaucoup, des pilotes qui comportent des vulnérabilités, parce qu'un pilote a énormément de droits sur le système. Donc c'est vrai que être capable d'utiliser un pilote vulnérable, ça permet de gagner les droits du pilote, ou est-ce qu'on a toute autre sorte, même l'OS, on a régulièrement des vulnérabilités dans les systèmes d'exploitation que vont utiliser les malwares. Et donc c'est pour ça, quand on dit patchez vos systèmes, c'est parce que à partir du moment où on a une 0D publiée, donc une vulnérabilité qui est connue, généralement dans les jours qui suivent, elle va être exploitée par des dizaines et des dizaines de groupes. Et si vous à ce moment-là vous n'êtes pas à jour, votre système est complètement vulnérable. Et c'est vrai qu'une fois que l'attaquant a le contrôle au moins d'une machine, mais de manière complète, c'est très facile de se cacher à l'intérieur. Et du coup, là, c'est vrai que parfois, on va avoir des phases à partir de ce moment-là qui peuvent durer très longtemps. Parce que là, justement, on va passer à la phase de latéralisation. La phase de latéralisation, c'est dire, voilà, je suis sur le poste de monsieur X, mais mon but, c'est d'attaquer le serveur, l'AD, typiquement l'Active Directory ou ces choses-là. Et ça, potentiellement, ça peut être plus difficile. Et là, ce qui peut arriver, c'est que, par exemple, l'attaquant attende une vulnérabilité connue sur un autre système qu'il va avoir trouvé sur le réseau, par exemple. Mais il va vraiment rester sur sa machine. Il en a pris le contrôle total, donc il sait qu'il est tranquille pour un moment. Et il va conduire ensuite sa phase de latéralisation, potentiellement avec d'autres malwares, d'ailleurs, qui va pousser sur sa cible. Des fois, quand on analyse un poste, on trouve le lien du phishing de départ, le PDF infecté, et puis une série de malwares derrière qui ont été utilisés. Parfois, il y a même des reventes, c'est-à-dire que on va avoir pris le contrôle d'une machine, l'attaquant va revendre cet accès-là à quelqu'un d'autre, qui va peut-être même le revendre à quelqu'un d'autre, etc. Et puis on va se retrouver finalement sur la machine avec un crypto-mineur, un botnet qui sert à faire du DDoS en exploitant la communication réseau, et puis à la fin c'est un ransomware qui a tout fait tomber et qui a arrêté, qui a porté dommage aux deux autres, qui étaient quand même bien tranquilles chez eux. Après, il y a plein de fonctions aussi qu'on peut retrouver. Une fois que l'empreinte est prise, que le premier est arrivé, c'est vrai que tout peut s'enchaîner avec toute une série de différents malwares finalement. Ouais, c'est un des éléments de l'industrialisation de ça qui fait que maintenant, juste la première phase d'entrée est juste maintenant est sous-traitée et les gens est revendu sur les marchés. Puis c'est assez fou pour avoir vu d'autres recherches qui parlent de ces éléments-là. Le type de revente en général est même très particulier parce que ça peut être des éléments très de base qui se servent de ça comme simple proxy vers d'autres choses ou pour masquer leur propre gestes malveillants vers d'autres systèmes qui vont jusqu'à ce qu'on connaît plus, ce qu'on entend plus dans les médias. Et généralement, qui est la dernière phase, c'est-à-dire que quand le citron était pressé jusqu'au bout, là, ils font un rançongiciel pour fermer et aller chercher le dernier argent possible de cette entreprise-là. Malheureusement, là, je trouve ça en riant, mais c'est parce que ça fait partie de notre métier de voir ça, puis des observer aller, justement, puis quand ils arrivent à la dernière phase, c'est malheureux, mais quand on est chiffré, il reste plus rien, là. Le rançongiciel, c'est vrai que c'est la partie émergée de l'iceberg presque. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent, on va dire, un propos un peu polémique à ce sujet. C'est vrai que je dis souvent, les rançongiciels sont-ils un mal pour la société finalement? Parce que je pense personnellement que les rançongiciels font prendre conscience aux entreprises de l'impact des malwares d'une manière qui est brutale.
clairement. Parce que on a des entreprises, là il y a eu un exemple en France là aujourd'hui, je crois d'une agence immobilière, enfin un groupe immobilier qui a fermé. Le président a dit j'arrête mon activité suite à un rançon logiciel. Donc parce que trop d'impact pour lui. Donc c'est extrêmement brutal. Mais c'est vrai que c'est la partie émergée de l'iceberg. Et moi j'ai envie de dire, est-ce que ça n'a pas conduit à ce que nos entreprises se protègent mieux? Parce que finalement, à côté de ça, à côté du rançon logiciel, on a alors tout ce qui est crypto-mineur à la limite. Bon, c'est pas forcément hyper critique. On a tout ce qui est vol de login, mot de passe pour tout ce qui est bancaire, etc. Donc ça, par contre, là, on commence à être vraiment sur du critique. Et puis on a le vol de propriété intellectuelle. Et aujourd'hui, toutes nos entreprises, on va dire de secteurs sensibles, de secteurs bancaires, de secteurs de la finance, etc., sont quand même hyper sensibilisées à la menace cyber. Je pense avant tout à cause ou grâce, on va dire, des ransomware, mais j'ai envie de dire, ma banque, je suis bien content que, à force de voir des ransomware à l'extérieur, elle se soit vraiment, vraiment protégée, parce que j'ai absolument aucune envie que mes comptes bancaires se retrouvent tout nus sur Internet, quoi, quelque part. Donc, il y a quand même un côté sur les rançons logiciels, c'est un peu mon avis personnel, là, pour le coup, que cette partie émergée de l'iceberg, finalement, dont on a énormément parlé, je dirais depuis 1-2 ans à peu près, peut-être 2-3 ans quand même, à mon avis, ça conduit quand même à une forme de maturité et d'augmentation du niveau de protection de nos entreprises qui est quand même assez considérable. J'espère ne pas me tromper là-dessus, et qui les protège aussi, à mon avis, d'énormément d'autres menaces. Ouais, oui, j'aurais dit plus 4 ans en termes de rayon d'action là, pour avoir fait un peu de réponse aux incidents. Ça fait 4 ans vraiment que j'interviens à ce niveau-là, beaucoup plus préventif dans ce cas-ci, là, où des fois malheureusement, quand l'attaquant a pris pied après coup, j'ai été chanceux, j'ai pas eu de clients qui ont été jusqu'au chiffrement, jusqu'à la fin, mais on les a attrapés justement de façon heureuse bien avant cet état-là. Dans certains cas, un peu de fuite d'informations ou un peu de choses comme ça, mais sans aller beaucoup plus de dommages directs. Mais oui, effectivement, c'est ce qui fait les médias, c'est les arrêts des entreprises parce qu'elles leurs systèmes ont été bloqués par ce genre de choses-là. Mais en même temps, quand c'est là, les données sont déjà rendues sur le dark web, sont déjà rendues ailleurs, ou ils vont être revendus plus tard aussi. C'est ça aussi que les gens ne comprennent pas. Puis les compagnies qui naviguent dans le dark web pour justement aller chercher les fuites d'informations, mais il y a toujours à peu près un décalage, des fois de 6, 12, même des fois 18 mois entre l'attaque initiale et le vol d'informations et le fait que là, les malveillants vont venir extraire l'information, extraire encore plus d'argent des compagnies. Mais dans le fond, c'est tout le temps ça. Ils veulent toujours extraire le maximum d'argent. C'est un business. Fait que, c'est sûr que si on se met dans la peau d'un attaquant, il peut faire une première fuite d'informations qui ne va pas diffuser sur Internet, qui va essayer de vendre au plus offrant. Donc là, on va être probablement sur le vol de propriété intellectuelle, typiquement. J'attaque une entreprise qui fait des pièces mécaniques pour je ne sais quoi, je vais aller chercher son concurrent à l'étranger. Est-ce que vous êtes intéressé par l'intégralité des plans de cette entreprise? Donc là, il peut, à mon avis, obtenir un bon montant. Le deuxième montant, c'est le côté rançon en chiffrant les données. Je voulais des chiffres si vous me payez. Et puis le troisième, c'est j'ai volé vos données, donc je vais les offrir à tout le monde pour le coup, sauf si vous me payez. Et là, pour le coup, là, ça va être pas forcément uniquement la propriété intellectuelle, parce que ça, à la limite, elle a peut-être déjà été vendue à d'autres, mais ça va être potentiellement justement les comptes de l'entreprise, les scans de passeport, par exemple, des employés parce que ils ont dû aller à l'étranger en mission et du coup, côté RH, on a le scan des passeports. On peut imaginer tout un tas de choses qui vont nuire énormément à l'entreprise. Oui, absolument. On en a vu plusieurs. Là, on va basculer sur le cœur de ce que c'est l'analyse de malware elle-même, comment ça fonctionne, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors, l'analyse de malware, pour le coup, c'est vrai que c'est un métier à part entière, clairement. C'est finalement, généralement, on arrive sur un système, il s'est passé quelque chose, on a trouvé on savait que sur ce système-là, il s'est passé quelque chose, et il va falloir trouver la bébête qui a fait ça. Il va y avoir toujours la première phase de collecte, donc c'est collecte soit au niveau des fichiers, soit au niveau de la mémoire. Donc là, on est dans le côté forensique, donc c'est plutôt d'autres équipes qui font ça généralement, cette partie collecte, parce qu'il faut faire ça proprement, il faut prendre des gants, j'ai envie de dire, pour pas affecter le système, etc. Et puis après vient le travail de l'analyste.
l'analyste, généralement, il va avoir cette fameuse bébête et il va se poser tout un tas de questions. Il va y avoir plusieurs phases dans l'analyse. Souvent, la première phase qui est en lien très fort avec la réponse à un incident, c'est être capable d'évaluer les dégâts, d'évaluer ce qui s'est passé, d'évaluer les actions potentielles pour savoir justement comment conduire la réponse à un incident. Et donc là, on est vraiment dans la phase un peu de rush où il faut rapidement obtenir des éléments. Et ces éléments-là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le groupe d'attaquants, typiquement, essayer d'identifier qui est-ce qui a fait ça. Ça va être tout ce qu'on appelle les IOC, Indicators of Compromission, donc les indicateurs de compromission. Ça va être par exemple récupérer des adresses IP, donc des adresses internet, récupérer des URL qui ont été utilisées. Ça va être récupérer des noms de fichiers, par exemple, des choses comme ça, pour essayer de se dire, voilà, ce malware-là, en fait, il a potentiellement communiqué avec tel serveur, il a posté des informations dans un Discord, par exemple, ou une chaîne Telegram qui sert de pilote, finalement, du malware. Parfois, on voit aussi du point oignon, donc des adresses côté réseau Tor, assez logiquement. Et en fait, le but, ça va être de donner des informations aux équipes de réponse à incident, donc de donner rapidement des informations aux équipes de réponse à incident pour leur permettre de savoir quoi chercher d'autre. C'est-à-dire que on a eu une machine compromise. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on va aller conduire comme autre investigation? Sur quelle autre machine on va rebondir potentiellement pour continuer l'investigation? Donc tout ce qui va être communication réseau, etc. Et puis après, il va y avoir d'autres phases. Ça va être finalement, et là on arrive presque dans la partie CTI, Threat Intelligence, où on va essayer de se dire, ok, maintenant sur ce malware, je veux gagner de l'information pour ma connaissance générale finalement, qui est qu'est-ce qu'il peut faire, ce malware-là. Éventuellement, c'est un variant d'un autre malware, donc c'est un variant d'une version précédente, etc. Quelles sont les différences? Voilà, notre groupe Logbit, qu'est-ce qu'il a fait comme mise à jour? Comment est-ce qu'il a évolué? Qu'est-ce qu'il a rajouté comme fonctionnalité dans son malware? Parce que ça va permettre de cibler aussi. C'est-à-dire que justement, on parlait des différentes phases, accès initial, élévation de privilèges, latéralisation. C'est sûr que si dans un malware, on trouve du code qui fait de la tentative d'exploit, ça va être hyper intéressant parce qu'on va se dire qu'est-ce qu'il va essayer de tenter comme exploit? Est-ce que mon système est vulnérable à ces exploits-là? Est-ce qu'il va viser des logiciels en particulier que moi je pourrais avoir? Je parlais de pilote logiciel tout à l'heure. Imaginons il vise le pilote, je sais pas, d'une souris ou je ne sais quoi, enfin un truc un peu exotique. Si je l'ai dans mes systèmes, ça va être critique parce que ça veut dire que oui, je vais être en fait hyper vulnérable et il y a peut-être des actions à conduire là-dessus. Donc voir un peu toutes ces phases-là, qu'est-ce qu'il va faire? Et aussi ça permet de se dire, si on trouve des exploits, ça veut dire que c'est probablement la backdoor initiale qui sert à l'élévation de privilèges. Si on trouve du code qui sert à faire des scans réseau, etc., avec tout un tas de protocoles gérés, on est probablement dans la partie qui sert à faire la latéralisation. Si on trouve des fonctions cryptographiques un peu spécifiques, on est probablement dans la phase de rançonnisation, justement, qui va chiffrer les fichiers sur le disque, etc. Et donc ça va être assez intéressant de qualifier les différents malwares pour savoir dans quelle phase finalement ils interviennent, parce que encore une fois, si on a identifié un seul poste comme étant compromis, c'est pas du tout la même chose de trouver la backdoor qui fait le chiffrement sur le disque que de trouver la backdoor qui fait l'accès initial. On va pas du tout réagir de la même manière. Si c'est le chiffrement sur le disque, on sait déjà qu'on est quasiment en bout de chaîne, et en fait, si ça se trouve, on trouvera pas grand chose d'autre sur cette machine-là. Donc là, ce qu'on va faire généralement, c'est plus lancer des scans éventuellement un peu à grosse échelle sur le parc pour trouver tous les trucs un peu similaires et essayer, par exemple, de trouver toutes les machines infectées par ce malware-là. Ça, c'est des choses qu'on fait régulièrement, d'avoir plein de fichiers collectés sur plein de machines. Et là, on cherche plus à faire de l'automatisation parce que le but, c'est de se dire plus, est-ce que sur ces 50 machines, en fait, on a exactement la même backdoor ou éventuellement juste modifié à quelque chose près, ou est-ce qu'il y en a une qui a plus d'intérêt que les autres, finalement? Oui, c'est ça. Puis c'est pour en faire de la gestion de la réponse à incident, effectivement, c'est de savoir où on se situe. Puis c'est très utile de savoir où on se situe. Des analyses comme ça nous permettent justement de mieux cibler l'effort parce que si on est en phase initiale, on a plus d'espoir. Puis je dirais, pour le faire de la réponse à incident, c'est mieux pour l'organisation. Plus on attrape tôt, mieux c'est, parce qu'à ce moment-là, on limite davantage les dommages, puis c'est beaucoup plus facile réussir. Puis plus on est à la fin, là, c'est ça, ça devient plus triste parce que là, on est vraiment dans la phase où on va perdre le contrôle jusqu'à littéralement on va perdre le contrôle jusqu'au chiffrement. Là.
Et même, c'est vrai que je parlais dans les fonctions qu'on va trouver, à la limite, même si on est sur un ransomware, si on trouve que c'est juste quelque chose qui va chiffrer sur le disque, mais il n'y a pas de capacité d'exfiltration, et ben ça veut dire qu'au moins on n'aura pas quelque part le risque de la rançon de diffusion des données sur le net, par exemple. Voilà. Il peut y avoir aussi ce genre d'élément qui peut être très intéressant quand même à obtenir en analysant nos malwares. Tout à fait. Puis j'imagine que les outils spécialisés pour faire cette analyse-là, parce que faire ça à bras, ça doit être assez exigeant et très demandant en temps. Alors, nous, c'est vrai que quand on était dans nos postes précédents, il y avait beaucoup d'analyses manuelles. Il y avait déjà énormément d'outils qui existaient. Ce qu'on utilise beaucoup généralement, c'est tout ce qui est outils d'exécution dynamique. Donc, c'est ce qu'on appelle les bacs à sable ou sandbox en anglais. On va mettre le virus en fait dans un environnement on va dire représentatif, donc une machine Windows, etc. Et on va voir comment est-ce qu'il se comporte, pour voir ce qu'il fait, voir s'il fait des communications réseau, des choses comme ça. Ça, c'est une première méthode, c'est ce qu'on appelle justement l'analyse dynamique. Après, il y a aussi tout ce qui va être analyse statique. Nous, on était beaucoup partisans de l'analyse statique, justement dans notre métier, parce que l'avantage de l'analyse statique, c'est assez difficile à éviter en fait. Le malware, de toute façon, il faut bien qu'il s'exécute, et autant il peut détecter qu'il est dans un environnement qui est un peu louche, donc il est dans une sandbox et donc il fait rien. Autant, en fait, il peut pas détecter qu'il est sous analyse statique parce que en fait, il est pas exécuté au moment de l'analyse statique. On est vraiment en train de le regarder et en fait là, il a pas le choix que de se montrer. Et donc l'analyse statique, c'est quand même autre chose. Donc il y a des outils qui existent pour faire ça. Quand on veut le faire manuellement, justement, type IDA Pro, Ghidra aussi qui est open source, qui a été diffusé en 2018-2019, je crois, si je me trompe pas, par la NSA. Donc qui est un outil qui était développé en interne, qui est maintenant disponible en open source. Donc ces outils-là en fait permettent vraiment d'analyser, permettent à un analyste de passer du temps justement sur le malware pour essayer de comprendre le code, etc., etc. Après il y a aussi, alors voilà, le but ici n'est pas non plus de rentrer dans le détail de ce qu'on fait nous chez Glimpse, mais typiquement nous notre philosophie c'est justement d'orchestrer des outils notamment d'analyse statique et d'analyse dynamique au sein d'un produit pour, on va dire, faire gagner du temps sur cette partie-là. Très schématiquement, un peu. Alors je ne sais pas. Alors c'est vrai que j'ai encore besoin de m'acculturer sur la culture canadienne, mais moi je me souviens très bien de mes cours de chimie quand j'étais au lycée, où on avait notre chimiste et ça fait. Il y a vraiment un très bon parallèle, je trouve, avec l'analyse de malware. En chimie, on me donnait un truc, un truc liquide ou solide d'ailleurs parfois, et on me disait voilà, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Alors là, on prenait des petites pipettes avec du bromure de potassium, du chlorure de bidule, etc. On mettait des gouttes dessus et on regardait si ça changeait de couleur. Et si ça changeait de couleur, en fait, on savait que si on mettait du bromure de potassium et que ça devenait bleu, ça voulait dire qu'il y avait tel élément. Alors je me souviens plus du tout, parce que c'était un petit traumatisme, cette partie-là chez moi. Mais donc il y a ce côté-là où en fait, on met tous ces trucs-là sur notre truc liquide ou solide, et à la fin, on arrive à une conclusion et on va voir notre prof, on dit voilà, j'ai trouvé, c'est du sel. Voilà. Ça, c'est pour la version facile, où on évalue le pH et tous ces trucs-là. Et donc ça, c'est le chimiste, en fait, qui fait ça. Et l'analyse de malware, en fait, il fait la même chose. C'est-à-dire qu'il a un truc, il a sa bébête qui vient d'arriver, et en fait, généralement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va exécuter toute une série d'outils. Il va extraire les certificats, il va extraire les chaînes de caractères, il va faire de la sandbox, ce qu'on disait tout à l'heure. Il va regarder les sections, les trucs, les machins. Et en fait, tous ces outils-là, c'est un peu toutes ces petites pipettes, et il regarde un peu ce qui sort de chacun de ces outils, et à la fin, il fait sa conclusion. Et c'est vraiment ça. En fait, ça résume très très bien le travail de l'analyse de malware. C'est vraiment faire ça. Alors parfois, ça va être aussi aller un peu plus loin. C'est-à-dire que je vais utiliser un outil pour transformer ce que j'ai sous les yeux. Et puis après, du coup, je repars à zéro parce que j'ai une nouvelle backdoor finalement, parce que j'ai déchiffré par exemple une backdoor. Donc c'est vraiment ça le travail de l'analyse de malware, c'est utiliser tous ces outils-là. Et finalement, ce qu'on a fait nous chez Glimpse, c'est mettre tous ces outils-là dans un gros produit pour que, en fait, notre chimiste, il a un truc qui arrive, et non seulement il a le malware qui arrive et le fichier, mais il a aussi ces 50 petites solutions qui ont changé de couleur ou pas changé de couleur, et du coup, il peut beaucoup plus rapidement se dire qu'est-ce qui a changé de couleur, qu'est-ce qui n'a pas changé de couleur, et en fait, tous ces outils ont été exécutés de manière automatique, et il peut directement passer à sa phase de conclusion. Donc c'est un peu ça le travail de l'analyse de malware, et aujourd'hui, et y compris avec des outils comme le nôtre, évidemment, il y a généralement un mix entre de l'analyse automatique, c'est-à-dire qu'on va essayer au maximum d'automatiser pour gagner du temps, et puis il y a une phase de compréhension, c'est-à-dire que même notre chimiste, une fois qu'il a tous ces trucs sous les yeux, il faut analyser tout ça, parce que c'est pas tout blanc ou tout noir, il y a forcément des conclusions, il y a forcément une expertise qui arrive à ce moment-là, et c'est là qu'on va nous présenter, en l'occurrence à l'analyste, le maximum d'informations pertinentes, etc., pour qu'il puisse se dire, ok, là, alors en plus des fois il y a des doutes, c'est ça qui est rigolo dans l'analyse de malware. Dans les exemples récents, on a Logbit, par exemple. Les premiers samples de Logbit du mois de janvier qu'on a trouvés, ils étaient identifiés comme Conti.
parce que, alors sur le moment, on s'est dit, tiens, c'est bizarre, pourtant il y a des modes opératoires qui ressemblent à du Logbit, mais nous, quand on regarde le code, on détecte la présence de code de Conti. Et puis c'est là qu'on va avoir de la complémentarité avec des équipes de CTI, donc on a des partenaires notamment pour ça, et on arrive à des conclusions avec eux qui est de dire, par exemple, Logbit, en fait, en l'occurrence, a volé, alors c'est pas tout à fait volé, le code de Conti. Alors il y a eu le cas l'année dernière déjà, c'est vrai que là j'ai oublié ça. L'année dernière, on avait trouvé du black matter dans les codes de Logbit. Alors pour le coup, on voyait bien que c'était du Logbit, il y avait bien du code de Logbit, mais on voyait du black matter. Et il y avait eu des hypothèses, je me souviens à l'époque, qui disaient que Logbit avait volé le code de black matter. Et ça, c'était à l'été, donc on était arrivé à ces conclusions-là. Et en fait, en septembre, il y a eu une interview par un journaliste des attaquants de Logbit. Donc ça, c'est quand même assez unique pour être cité. C'était un journal italien, je crois. Et en fait, là, les attaquants de Logbit ont expliqué que, en toute honnêteté, ils n'ont pas volé le code de black matter, ils l'ont acheté. Voilà, donc il y a aussi, il y a aussi le marché des backdoors, même le marché des codes sources, ils se les échangent, ils se les vendent, etc. Donc ça, c'était donc Logbit qui avait réexploité le code de black matter. Et pour le lien entre Logbit et Conti, c'est un petit peu différent. En fait, il se trouve que Conti, en février 2022, lors du début de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, en fait, Conti a prêté allégeance à la Russie. Ils ont annoncé publiquement qu'ils soutenaient le régime de Russie dans sa guerre contre l'Ukraine, etc. Ça n'a pas plu à tout le monde au sein même du groupe Conti. Et en fait, il y en a qui ont claqué la porte, qui ont pris tout le code de Conti et énormément d'informations aussi sur Conti, même les chats internes, etc., qui ont diffusé tout ça sur Internet. Donc le code source de Conti s'est retrouvé diffusé sur Internet. Et là, c'est ce qu'on a vu, typiquement. En fait, le Logbit Green, qui est le variant de Logbit du début d'année 2023, en fait, c'est la réexploitation du code de Conti au sein d'un nouveau malware en fait fait par Logbit. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que nous, quand on a l'analyse, on arrive même à la conclusion que notre Logbit, en fait, quand on prend un sample aujourd'hui de Logbit Green, on va le taguer comme Logbit parce qu'on va détecter la présence de code Logbit, et puis on va le taguer un peu comme Conti, mais un peu moins parce que ça ressemble un peu à du Conti. Et puis même, on va dire que c'est un peu du Trickbot aussi. Alors en l'occurrence, c'est parce que Trickbot, c'est un petit peu, ils ont des liens très forts, c'est presque un sous-groupe de Conti finalement. Et on va même le taguer aussi en disant, c'est aussi un petit peu des liens avec Bazaar Loader en l'occurrence, ou Bazaar Loader, oui c'est Bazaar Loader, je crois, qui est encore un autre groupe. Alors celui-là, par contre, on l'a creusé parce que ça nous paraissait bizarre. On s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on a un lien entre Logbit et Bazaar Loader? Et en fait, il se trouve que Bazaar Loader, c'est un peu comme Logbit, ils ont réutilisé le code de Conti. Donc pareil, il n'y a pas de lien d'affiliation entre Conti et Bazaar Loader, il n'y en a pas entre Logbit et Bazaar Loader, mais comme les deux ont fait le même boulot d'utiliser le code fuité par Conti puisqu'il a fuité complètement sur Internet, on se retrouve à avoir des liens entre Logbit et Bazaar Loader. Et c'est vrai que le travail de l'analyse, c'est aussi de dépatouiller tout ça. Donc une fois qu'il a ces informations, c'est quelles sont mes conclusions et qu'est-ce que je suis capable de dire à mon RSSI, à ma DSI finalement, sur cette attaque-là, par l'analyse vraiment de l'échantillon. Et on est vraiment sur l'échantillon, on n'est pas trop sur l'analyse des traces réseau, etc. Là, il y a d'autres métiers pour ces choses-là, ou des comportements sur les postes, etc. C'est vraiment des métiers différents. Donc là, on parle des NDR, des EDR, etc. Là, on est sur le comportemental sur le système. L'analyse de malware, c'est pas pareil. Lui, il a sa petite bébête, et c'est vraiment, je regarde ce truc-là, et il va falloir que je trouve, que je l'essore au maximum pour en sortir le maximum d'informations. C'est vraiment ça le travail de l'analyse de malware pour contribuer, finalement, c'est un contributeur à la phase de réponse à incident, à la phase de défense aussi future, parce que la connaissance des attaquants nous fait connaître leur méthode et nous fait dire, attention, par exemple, aujourd'hui, on dit attention aux fichiers OneNote, attention aux fichiers PDF, parce qu'on les a analysés, parce qu'on sait que ce sont des vecteurs d'attaque, etc. Donc l'analyse de malware contribue non seulement en phase de réponse à incident, mais aussi via les CERT notamment, aux phases d'anticipation, parce qu'ils vont pouvoir dire, attention, les attaques qu'on voit aujourd'hui dans les malwares, les méthodes, les exploits, ce sont celles-là, et il faut absolument qu'on soit bien protégé sur ces différents risques quelque part. Oui, la question connexe à ça, c'est comment vous trouvez ces éléments-là? Vous avez des missions dans lesquelles vous êtes invité à travailler et de vous tirer vos informations, ou vous tirez vos informations de d'autres sources? Alors, nous aujourd'hui, c'est vrai que typiquement là, je parle vraiment pour notre startup, pour Glimpse. On reste une petite startup. Alors on est quand même une cinquantaine maintenant, donc on n'a pas forcément des accès partout. Après, c'est vrai que moi je me souviens, c'était un analyste français d'ailleurs qui travaillait à l'époque à la Société Générale, qui était assez connu, qui disait Hmiser sur Twitter, pour ceux qui connaissent, en fait, qui disait, avant de vous poser la question de payer des flux de fichiers ou de données, posez-vous d'abord la question de est-ce que vous êtes capable d'ingérer tout ce qui est gratuit et ouvert.
Et c'est vrai que c'est aussi un peu notre philosophie. Il y a des sources, comme des virus total, etc., qui permettent d'avoir des sources de fichiers complètement considérables. Mais finalement, j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas déjà des sources beaucoup plus ouvertes, accessibles? Et en fait, aujourd'hui, c'est le cas. On a VX Underground, VirusShare, Malware Bazaar, en fait, qui sont des sources de malware en elles-mêmes, et en fait, qui sont quand même des très bonnes alimentations aussi, qui nous permettent d'avoir, Malware Bazaar, c'est mis à jour, c'est du continu, donc c'est vraiment les gens partagent en fait des malwares en permanence, et aujourd'hui ce sont déjà de très très bonnes sources d'enrichissement. Et après le but, c'est comment est-ce qu'on est capable nous d'utiliser ces sources-là justement pour enrichir notre technique, enrichir notre connaissance, enrichir notre capacité de détection. Et ça, clairement, c'est un travail de tous les jours. Oui, oui, parce que tout ça continue. Super intéressant. Moi, ça ferait le tour des questions que j'ai sur ce, en tout cas, ce volet-ci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter pour conclure? Pour conclure, finalement, un peu dans la continuité de ce que je viens de dire, le côté continu. C'est-à-dire que l'analyse de malware, c'est pas quelque chose qui commence à un moment et qui s'arrête à un autre. On le voit dans une organisation qui est, on va dire, à la pointe de la protection, justement. Il y a la partie réponse à incident, c'est-à-dire que là, c'est utile d'avoir des gens, mais il y a la partie CERT et anticipation, c'est aussi utile d'avoir des gens à ce moment-là, parce que c'est vraiment une connaissance qui vient enrichir notre défense en permanence. Et ce qui est valable et ce que je dis aujourd'hui ne sera peut-être plus valable dans une semaine ou dans un mois. On a vu l'exemple des macro-office dont on parlait tout à l'heure. Et donc c'est pareil, c'est aussi à nous, en permanence, de nous tenir à jour pour être les meilleurs possibles sur, en ce qui nous concerne, détection et analyse, mais aussi en protection, en conseil, etc., etc. Et il y a vraiment ce côté travail continu, en fait, sur la partie... et vraiment, je parle encore une fois uniquement de la partie malware et analyse de malware. C'est aussi vrai dans les autres métiers, évidemment. Mais c'est vrai que dans notre métier, on pourrait se dire que, oui, on a une backdoor et elle va être utilisée pendant 2 ans. Non, pas du tout. Son mode d'utilisation, la manière dont elle va être projetée, les exploits qui vont être à l'intérieur, ils vont évoluer en permanence. Donc c'est vraiment important de garder cette connaissance tout le temps. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi.